Bonjour chers élèves, bienvenue à l'émission en classe sur l'ORTM. Ici ce matin, je suis là pour vous présenter un cours en météorologie à l'intention des élèves des premières années agropastorales. Le cours, nous allons le présenter suivant un plan suivant. Voici le plan du cours. Nous allons donner d'abord les bases de l'agriculture, expliquer un peu qu'est-ce que ça veut dire. Ensuite, on va parler du temps en météo, le vent, la définition du vent. On va parler aussi de masse d'air, définition, source et caractéristiques, et de différents types de vent. On va parler de différents types de vent ensuite. Nous allons parler ensuite des mesures relatives au vent. Et ensuite, on va parler de quelques utilités et dégâts causés par les vents. Voici le plan du cours. Bon, pour commencer, nous allons commencer à voir les bases de l'agriculture. Nous sommes en météorologie, mais on parle de l'agriculture. Pourquoi? Parce que l'agriculture est basée sur trois bases, est placée sur trois piliers. Il faut la plante, il faut le sol, il faut aussi l'environnement, le milieu ambiant qu'on appelle le climat, qu'on peut appeler ici le climat ou la météo, c'est la même chose. Bon, les plantes sont des êtres vivants, tout comme nous. Ils vivent, ils disparaissent au moment. Il faut qu'ils s'implantent dans le sol, ils puisent dans le sol les éléments nécessaires à leur développement. Et tout ceci se fait dans un cadre, dans un milieu bien déterminé. Il fait souvent froid, il fait souvent chaud, il y a de l'eau, il n'y a pas d'eau. Tout cela peut influencer le comportement de la plante. Or, nous vivons des plantes. Les animaux que nous mangeons souvent aussi vivent des plantes. Donc, il faut forcément que les plantes se comportent bien pour que nous aussi, on parvienne à tirer notre compte. Voilà pourquoi l'agriculture, on dit que l'agriculture est basée sur les trois bases, est basée sur les trois pieds. La plante, le climat et le sol. On avait dit la dernière fois que, on parlait du système climatique, il y avait des êtres vivants qu'on appelle la biosphère. Il y avait aussi une partie solide qu'on appelle la géosphère. Et là, ça représente le sol. La plante, c'est les êtres vivants. Là, le sol, c'est la plante, c'est la biosphère, c'est les êtres vivants, c'est la biosphère. Le sol, c'est la géosphère. Et le climat, c'est quoi? C'est l'atmosphère, la couche de gaz qui entoure la Terre. Vous voyez? Donc, tous ceux-ci sont reliés. On disait qu'il y avait une relation entre ces trois éléments-là. Donc, un ne peut pas aller sans l'autre. Donc, il faut que tout ça marche pour que les plantes se portent très bien. Bon, nous allons maintenant parler du temps. En météorologie, le temps, c'est quoi? C'est l'état de l'atmosphère en un lieu et en un moment donné. Nous avons parlé de l'atmosphère, c'était quoi? C'était cette couche de gaz qui entourait la Terre. En plus de matière solide, la géosphère, la biosphère, l'hydrosphère, on disait qu'il y avait de l'atmosphère qui est gazeuse. Donc, c'est les trois états de la matière qui constituent la Terre. C'est ça, en matière, quand on parle en météorologie, le temps, c'est l'état de l'atmosphère en un lieu et à un moment donné. Souvent, il peut faire chaud, souvent, il peut faire très froid. N'est-ce pas? Tout ceci, c'est l'atmosphère. On peut dire, il fait beau temps aujourd'hui. Qu'est-ce que ça peut signifier? C'est qu'on peut supporter les conditions atmosphériques. Ils sont supportables, ça nous plaît en ce moment. Nous sommes heureux dans ce moment. Mais s'ils sont mauvais, ils sont par le vent très chaud, il neige beaucoup, là, c'est encore le temps, mais ça nous pose des problèmes. Voilà pourquoi on dit que le temps, c'est l'état de l'atmosphère. Maintenant, les facteurs du temps. Quels sont les les facteurs qui font le temps? Nous avons le vent. Ensuite, il y a la température. On disait que le soleil, c'était le moteur qui donne l'énergie nécessaire à l'évolution de l'atmosphère. Tout ce qui est de l'atmosphère, les comportements de l'atmosphère, c'est le soleil qui donnait l'énergie nécessaire à tout cela. Donc, il faut apprécier la température. Les précipitations, c'est quoi? C'est tout ce qui vient du ciel, n'est-ce pas? Les pluies, les neiges et consorts, c'est de ça qu'il s'agit. Bon, ensuite, il y a la pression. Il est en rapport avec les températures. Nous allons voir en profondeur. Les nuages aussi, ils peuvent cacher le soleil ou ils peuvent laisser apparaître les rayons solaires pour le réchauffement de la Terre. Donc, voilà pour que là, c'est l'intérêt des nuages. Donc, ils vont avec le soleil. Là, on va parler d'insolation si le soleil apparaît beaucoup et la nébulosité si il apparaît moins. Maintenant, nous allons voir qu'est-ce que c'est le vent. Le vent est de l'air en mouvement. L'air, c'est quoi?
c'est un mélange d'azote et d'oxygène. On avait dit lors du dernier cours que dans l'atmosphère, il y avait les parties la partie chimique de l'atmosphère qui est les principaux éléments, c'était quoi? C'était l'azote et l'oxygène. L'azote intervenait dans la nutrition, dans la fixation de l'azote de l'air et dans la synthèse des protides et l'oxygène dans la respiration. Ces deux éléments sont indispensables à la vie. Bon, on disait que c'est l'air, le vent est l'air en mouvement. Pour qu'il y ait ce mouvement, nous avons dit que c'est le soleil qui va chauffer la terre. Ou bien une base quand même. Quand ça chauffe la base, là, ça va influencer le comportement de l'atmosphère. Ouais. En ce moment, il y aura forte pression ou basse pression et par convection, l'air va commencer à se déplacer. La convection, c'est quoi? C'est quand la base est chauffée, l'air devient léger, il commence à se déplacer. C'est un fluide d'air. Ouais. Nous avons en ce moment, l'air étant défini, nous allons voir qu'il y a autres aspects qui suivent l'air. Nous allons parler de définition de la masse d'air. C'est quoi une masse d'air? Si on a parlé de l'air, c'est quoi une masse d'air? On dit que c'est un volume d'air couvrant la majeure partie d'un continent ou d'un océan qui acquiert les caractéristiques de la surface sous-jacente. Bon, nous avons mis à côté un petit dessin pour que vous compreniez un peu. En fait, regardez un peu, on va voir ça en détail. Vous avez ici le globe terrestre. Ça, c'est le ballon qui est là, c'est le globe terrestre. La partie nord qu'on appelle le pôle nord, en bas, c'est le pôle sud. Pour bien comprendre. Vous regardez au milieu, là, il y a un trait blanc qui suit, qu'on appelle l'équateur. Vous voyez? De part et d'autre de ce trait blanc, nous avons ici, en haut, le trait rouge que vous voyez, ça c'est le tropique du Cancer. Et ici c'est quoi? Le tropique du Capricorne. Bon, entre les deux, et puis vers ce côté, vous allez voir qu'il y a des comportements différents de l'air parce que ces parties ne reçoivent pas de la même façon le rayonnement solaire, le soleil, en fonction des saisons. Or, le soleil, c'est un facteur qui est le moteur même de tout. Donc, c'est pour, avant d'arriver à ces zones de surface sous-jacente, ces notions étant comprises, notion de tropique, notion d'équateur, notion pôle et nord, on va avancer pour comprendre, parce que c'est là on va parler de surface sous-jacente. Sous-jacente veut dire quoi? Qui est là-dessous, sur laquelle est basée la masse d'air. Ça peut se baser sur le sable, ça peut se baser sur la glace, ça peut se baser sur l'eau. Donc, c'est ce qu'on appelle la surface sous-jacente. Donc, c'est la surface à partir duquel l'air commence à bouger. C'est ce qu'on appelle la surface sous-jacente. Bon, nous avons dit les types de masses d'air. Nous avons les masses d'air tropicales et les masses d'air polaires. Polaire, ça veut dire quoi? Qui vient des pôles. Quand la masse d'air vient de ces pôles, on dit la masse d'air est polaire. La masse d'air polaire. Bon, comprenez que le trait blanc divise le globe terrestre en deux parties égales. Hein. L'hémisphère nord, l'hémisphère sud. Ce qui se passe en haut ici, c'est presque les mêmes éléments qu'on trouve aussi ici dans l'hémisphère sud. Vous voyez? L'hémisphère nord, l'hémisphère sud. Voilà pourquoi on parle de masse d'air tropicale, c'est-à-dire qui vient des tropiques. Quand la masse vient des tropiques, entre les deux tropiques, on dit masse d'air tropicale. Entre le tropique Cancer et le tropique du Capricorne, quand la masse d'air vient de ces zones-là, on dit masse d'air tropicale. Quand la masse d'air vient du nord, on dit qu'elle est polaire, parce qu'il vient des pôles, hein, nord ou bien sud. Voilà pourquoi on dit polaire et tropicale. Vous voyez? Bon, maintenant, la masse d'air tropicale, chaud, originaire des basses latitudes. C'est quoi une latitude? C'est lorsque vous partez de l'équateur, de l'équateur, vous montez vers les pôles. Vers l'équateur, c'est les basses latitudes, les moyennes latitudes et les hautes latitudes. Vous voyez? Bon, les masses d'air tropicales, ils sont chauds, ils viennent en général de cette zone-là. Vous voyez? Donc, c'est cette partie qui reçoit beaucoup de soleil, beaucoup les rayons solaires. Cette partie est plus chauffée que le nord. On sait d'une manière générale que le nord, il y a beaucoup de glace là-bas. Donc, ça va refroidir l'atmosphère. Or, ici, c'est le soleil, donc ça va chauffer l'atmosphère. Donc, il y aura un échange entre les différentes parties du globe terrestre. Maintenant, il y a les masses d'air polaires qui viennent de là, comme je disais tantôt. Le nord, ici, ils sont froids. La masse d'air est froide ici, et ici, il est chaud.
Bon, voilà, quelles sont les sources de masse d'air? C'est à partir de quoi? On a parlé tantôt de surface sous-jacente. Donc, c'est sur la base à partir desquelles vont les masses d'air. Nous avons vu en haut, vous voyez les traits bleus qui descendent pour dire la flèche, pour dire la direction que les masses d'air vont suivre. Ils partent des zones polaires, n'est-ce pas? Des pôles. Le pôle nord, pôle sud, ici en bas. Mais si on va se limiter seulement à un seul côté, du côté nord, pour que vous compreniez, je disais tantôt, ce qui se passe du côté du nord, c'est la même chose aussi du côté de l'hémisphère sud. Les sources des masses d'air. Donc, je reviens encore, c'est des volumes d'air qui couvrent la majeure partie d'un continent ou d'un océan et qui acquièrent les caractéristiques de la surface sous-jacente. Ça veut dire que c'est les masses d'air, c'est l'air qui va bouger, mais la surface sur laquelle il va bouger donne sa température à la masse d'air. Quand vous voyez, vous avez ici un vent froid et sec, ce qui vient des pôles, des zones polaires, du pôle nord, bien du pôle, ça peut venir du pôle sud aussi, qui vont souffler vers l'équateur. L'air qui vient des pôles, vous savez, là-bas, il y a aussi on parle de l'Arctique ici, on parle de l'Arctique ici et puis de l'Antarctique ici. C'est des zones qui sont casées par quoi? La glace. Il y a beaucoup de glace dans ces zones, donc ils vont dégager beaucoup de fraîcheur. Voilà pourquoi la flèche ici les flèches ici sont bleues. Vous voyez? Donc c'est du vent froid et sec, n'est-ce pas? Vous allez voir en bas, quand ça va, on dit que ça vient des zones tropicales, entre les deux, ça veut dire entre les deux tropiques, tropique du Cancer, tropique du Capricorne. Quand ça se forme à ce niveau-là, le vent il est très chaud. Et vous voyez les flèches rouges qui montent pour monter la chaleur. Et vous allez voir les deux parties. Donc, au niveau des pôles, ça se forme sur la mer ou sur le continent. Vous voyez, ça c'est le continent. Vous voyez? Ici aussi, quand vous regardez ici, par exemple, vous voyez la forme, c'est la France qui est là, l'Europe qui est là, c'est l'Europe qui est là, l'Asie qui suit encore. Tout ça, c'est le continent, c'est la terre là-bas. Et de part et d'autre, c'est la glace en haut, et il y a la mer qui les borde. Ils sont bordés par les mers. Donc, c'est ça les surfaces sous-jacentes. Si c'est la terre, ou si c'est comment dirais-je, les océans, ou c'est sur la glace, c'est ce qu'on appelle ceci les surfaces sous-jacentes. Par contre, ici aussi, vous avez le Sahara qui est là, la terre est là, et c'est chaud. Voilà pourquoi on a mis les flèches en rouge, pour montrer que le vent qui souffle des zones tropicales est chaud. Et le vent qui vient des zones polaires est froid. Les surfaces sous-jacentes là-bas étaient quoi? La glace, le froid là-bas. Si c'est le sable, le Sahara, ou bien les terres fermes qui envoient la chaleur. Je parle aussi de la mer. Les mers aussi peuvent envoyer leur température parce que de part et d'autre, la mer n'a pas les mêmes températures selon la zone où on est. Voilà d'où les traits bleus et rouges. Le bleu pour monter la fraîcheur, le froid. Et vous voyez le vent chaud et humide pour monter la chaleur des zones tropicales. Bon, les caractéristiques des masses d'air. Nous avons parlé de stabilité et instabilité. Et qu'est-ce que ça veut dire? Bon, la surface sous-jacente, quand vous regardez en rouge, on a mis exprès en rouge pour monter la chaleur, tout comme dans l'autre schéma. Si c'est en rouge, ça veut dire que c'est la chaleur qui va dégager. J'ai mis en bas la terre ici qui est là. Elle est chauffée par le soleil, il va dégager la chaleur. Donc c'est cette chaleur-là qui va commencer par la base à chauffer l'atmosphère. En ce moment, on parle de convection, c'est-à-dire quoi? L'air se détend, il va commencer à s'élever. N'est-ce pas? Donc, là-bas, quand la base est chaude, le gradient est élevé, et on parle d'instabilité. L'air, il a tendance à se déplacer facilement. Ici, on parle de stabilité. La stabilité, c'est là. Ça veut dire quoi? Qui ne bouge pas beaucoup. Qui ne bouge pas ou bien qui ne bouge pas beaucoup. Là, on a mis le point de mettre ça en bleu. Pour dire que la base, c'est quoi? C'est la neige qui va dégager quoi? La fraîcheur. Il va monter, essayer d'humidifier, donc la vapeur d'eau qui va monter dans l'air. La base est lourde en ce moment et la tendance à rester sur place. Là, on parle de stabilité. Vous voyez? Instabilité, quand ça bouge peu, et stabilité, instabilité, quand ça bouge beaucoup, et stabilité, quand ça bouge peu. Ça a tendance à être difficile. Donc, en fonction des surfaces sous-jacentes. Regardez, la surface sous-jacente ici, c'est la terre. De l'autre côté, la surface sous-jacente, c'est quoi? C'est la neige. Donc, ils ne font pas, la terre va chauffer parce qu'il va recevoir l'énergie nécessaire du soleil. Il va chauffer la base. Et il devient léger. Là, ici, l'air devient lourd parce qu'il va absorber l'humidité de l'air. Il devient tendance à être lourd. Imaginez un chiffon mouillé et puis un chiffon sec. Un papier, une feuille sèche et puis une feuille humide.
s'il y a du vent, laquelle a tendance à s'élever facilement? Je pense que c'est la feuille sèche qui a tendance, parce qu'il y a moins d'humidité là-dedans, elle est plus légère et a tendance à s'élever dans l'atmosphère. Donc on parle de stabilité et instabilité. Voici deux notions qu'il fallait comprendre par rapport aux caractéristiques des masses d'air. Bon, nous allons parler des différents types de vent, puisque nous sommes sur le vent, je reviens là-dessus. Le vent, c'est de l'air en mouvement, comme on le dit. Et nous avons différents types de vents aussi. Nous avons des vents dominants, les vents saisonniers, les vents locaux et les vents cycloniques. Bon, ici, vous avez devant vous un petit dessin pour expliquer un peu l'évolution, pour donner les vents dominants. Pourquoi on dit dominants? Parce que leurs caractéristiques, ils ont une dimension planétaire. Ils vont de l'équateur, ils vont tourner au niveau des pôles pour revenir encore à l'équateur. Donc ils ont un forme cyclique, ils vont tourner sur eux-mêmes, dans l'hémisphère nord, et la même chose doit faire dans l'hémisphère sud aussi. Bon, vous allez voir qu'ici, il y a des petits dessins à côté pour montrer qu'ils ont des directions différentes en fonction de leur position. Vous voyez les flèches en gras, Ici, par exemple, au niveau de l'équateur, ici, ce qu'on appelle les vents qu'on appelle les alizés. Dans l'hémisphère nord, ici, on parle d'alizé boréal. Et dans l'hémisphère sud, l'alizé austral. Donc ces vents, ils longent, ils sont de part et d'autre, ils sont entre les deux tropiques. Vous voyez? Maintenant, il y a, au-delà, à partir de l'hémisphère de 30 degrés jusqu'à 60 degrés, c'est un autre type de vent qu'on va rencontrer. Et de l'hémisphère de 30 à 90 degrés aussi vers le pôle, c'est un autre type de vent qu'on va rencontrer. Bon, la flèche ici va montrer la direction du vent. L'origine du vent. Le vent ici, ils sont de est-ouest. Ils ont une direction est-ouest. Le sens du vent est très important en météorologie. Voilà pourquoi vous allez voir plus tard des appareils pour mesurer la vitesse, la direction du vent. On va l'apprécier à partir d'un appareil. Vous allez voir plus tard. Donc ça, on appelle ceci les alizés, de part et d'autre. On appelle ceci des alizés. Bon, ici, ils vont donner des vents de là et au niveau des pôles, c'est les choses qui vont donner des vents prévisibles. Parce qu'on s'attend déjà, toujours leur direction, c'est de est-ouest, est-ouest, est-ouest. Bon, la flèche est un peu en virgule comme ça, pour dire que la Terre tourne. Donc, il y a cette tendance qu'on appelle les phénomènes... quand vous voyez un ballon qui tourne, vous jetez sur le ballon un caillou, il a tendance à rejeter le ballon, et la bille, n'est-ce pas? Donc un plateau qui tourne, vous laissez ce qu'il y a là-dedans, donc c'est des forces centrifuges qui ont tendance à rejeter le vent. Ce qui veut dire qu'il ne peut pas aller tout droit, sur une droite ligne, mais ils vont essayer d'être courbés, là, n'est-ce pas? Voilà pourquoi vous avez des flèches de sorte. Donc direction est-ouest, est-ouest. Par contre, au niveau de ce secteur, c'est des vents variables. Leur direction n'est pas stable, n'est-ce pas? Bon, mais si on dit que c'est des vents variables, alors que de part et d'autre, de là à là, on parle de vents prévisibles, n'est-ce pas? Ça, c'est à partir de 30 degrés déjà, 60 degrés, c'est là qu'on va avoir des vents variables. Ce qu'on appelle les vents dominants. Les vents dominants, leur caractéristique c'est quoi? Ils vont sillonner toute la planète. Ils sont chauds vers l'équateur, ils sont aspirés, donc du moins ils vont tendance à monter, donc avec un tirant d'air, pour aller en hauteur, ils vont se déplacer petit à petit, pour aller vers le pôle nord. Arrivé à ce niveau, comme ils sont humides, ils sont chauds à partir de là, ils sont secs, on n'a pas tant de stabilité, d'instabilité. Quand c'est chaud, c'est instable. Hein. Ils vont bouger facilement, migrer, aller, parce qu'au niveau de l'équateur, il y a beaucoup d'humidité. Les plantes vont dégager beaucoup d'humidité, la terre est bien chauffée, l'humidité dégagée a tendance à bouger. À cause de l'instabilité, ils vont migrer jusque vers le pôle nord. Ensuite, ça descend. On parle dans sa danse quand ça va, ça monte, et de subsidence quand ça descend vers le bas. À partir de là, il va prendre beaucoup d'humidité à cause de la neige. La surface sous-jacente là-bas, c'est la neige. Et le froid, il va s'avourdir, il va prendre de l'humidité, il devient lourd. Il a tendance aussi à être aspiré vers l'équateur encore. Donc, c'est ce qu'on appelle les vents dominants. On dit qu'ils ont une dimension planétaire. Bon, ensuite, on va voir les vents saisonniers, les vents locaux ici. Vous allez voir, il y a deux dessins devant vous. Le premier ici, c'est le soleil que vous voyez, ça veut dire le jour qui est là. Et ici, c'est quoi? C'est la lune. Ça, c'est la nuit. La lune apparaît la nuit. D'accord? Vous allez voir, les vents vont se comporter
différemment, en fonction des localités. Nous allons prendre d'abord cette partie. Vous voyez le soleil, donc vous avez ici la ville, et de ce côté, la mer qui est là. Donc la surface sous-jacente ici, c'est quoi? C'est la terre. Et la surface sous-jacente ici, c'est quoi? C'est la mer, c'est de l'eau. Donc le jour et la nuit, ils ont des températures différentes. Bon, on dit ici, l'air chauffé par le sol, vous voyez, c'est chaud par le sol parce que la base est très chaude, il va se lever. Bon, quand il se lève maintenant, il tourne vers la mer. Vous voyez, il va aller vers la mer parce qu'il y a toujours cette différence de pression, de température entre les localités, comme on a dit tantôt. Le déplacement de l'air, le mouvement de l'air est dû à différence de température. Le bout de pression aussi. Quand l'air est chaud, il est léger. Il va bouger vers la mer. De là-bas, il va prendre de l'humidité. Il devient lourd, il descend au large. Tu vois, mer plus froide que la terre. Et l'air va monter encore vers la terre. Donc ici, vous voyez, l'air chauffé, il est léger. Il va bouger vers la mer. Sur la mer, il y a la vapeur, il va prendre de l'humidité. Il devient lourd, il descend encore. Il va tirer. Dès qu'il y a le vide qui est là, l'air est aspiré. C'est comme un tirant d'air qui se fait avec l'ascension de l'air. Il y a un tirant d'air, c'est-à-dire que l'air a tendance à monter. En montant, il va tirer l'air vers le bas et ça apporte la fraîcheur à la terre. C'est ce qu'on appelle un vent local. On appelle ça la brise. Donc c'est des petits vents légers. Vous voyez, c'est un vent très léger. Pour ça, les gens préfèrent aller au bord des cours d'eau, des mares, des mers, n'est-ce pas, pour prendre un peu de vent. Donc, quand on va au bord des plages, c'est pour se laver, mais aussi profiter de ces petits vents légers-là, pour adoucir un peu le corps. Bon, de ce côté, vous avez ici la lune. Ça veut dire quoi? C'est la nuit en ce moment. Et il y a l'inverse qui va se produire. Vous avez toujours la surface sous-jacente ici, c'est la mer. La surface sous-jacente ici, c'est la terre, vous voyez? Donc, avant, c'est de la terre que ça part. Ça va commencer à partir de la terre, mais si ça va partir à partir de la mer. Donc la nuit, c'est la mer qui est plus chaude encore que la terre. La nuit, c'est le contraire qui se fait. La mer est plus chaude en ce moment. Comme on dit, l'air a tendance à se lever en ce moment. Donc il y a une ascendance, vous voyez. Cette levée, à ce niveau-là, vous voyez, ça monte, l'air monte. Là encore, vous voyez, ça monte là encore. Donc c'est des montées d'air. Les courants d'air, ils vont monter. Donc toujours du côté plus léger, ça va monter là-bas. Il est tiré vers le plus chaud et vers le plus froid. Et ça fait un cycle comme ça qui tourne. C'est ce qu'on appelle les vents locaux. Ici, le jour, mais là, ici, c'est la nuit, tu vois. On appelle ça la brise de nuit ou brise de terre. Alors ça, c'est brise de jour ou brise de mer. Vous voyez, les brises, comme je disais tantôt, c'est des vents très légers qui soufflent selon des surfaces sous-jacentes différentes, de l'eau ou bien de la terre. Nous avons aussi des vents saisonniers. Parmi les vents saisonniers, nous connaissons en général la mousson et l'harmattan chez nous là. La mousson, c'est quoi? C'est un vent chargé d'humidité qui souffle, qui se sont de part et d'autre de l'Alizé, n'est-ce pas? Du moins, qui vient du nord vers la zone équatoriale. Ce qu'on appelle les moussons, c'est des vents très frais que nous avons en général en hivernage. Ça apporte la pluie, ce qu'on appelle les moussons. Et l'harmattan, c'est quoi? C'est un vent chaud venant du Sahara en général. C'est un vent chaud qui vient du Sahara, que nous avons à partir de la fin de la saison des pluies. Là maintenant on commence à souffler. Il est souvent sec et frais, ou est souvent chaud et qui se dirige du nord vers le sud, vers l'ouest. Donc c'est ce qu'on appelle l'harmattan. C'est le vent que nous connaissons. Maintenant nous avons la mousson. Après l'hivernage, nous allons voir l'harmattan. On appelle ceci les vents saisonniers. Bon, nous avons aussi des vents cycloniques. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez le dessin devant vous. Ouais. On a mis en plus de dessin de mettre toujours en bleu ou en rouge pour montrer la température. Tu vois? Je dis ici, l'air frais, c'est quoi? C'est quand il y a pression. C'est quoi la pression? Imaginez si vous avez une moto dont la roue est crevée. Ou bien vous voulez gonfler la roue. Vous allez prendre une pompe, vous appuyez. Quand vous le faites d'appuyer déjà, ça veut dire que vous exercez une pression sur la chambre à air. Donc l'air va gonfler la chambre à air. Mais s'il se trouve qu'il y a un trou quelque part, c'est la même fois, c'est cette manière que les vulcanologues cherchent les trous, ils mettent, et puis vous allez voir, l'air va passer par un autre côté. Donc ce n'est pas le trou que l'air va se dégager. En ce moment, on appelle, la même chose se produit aussi dans l'atmosphère. Hein. Quand l'air est chargé d'humidité, il est chaud, il est lourd, on a l'air frais qui descend, crée une zone de haute pression. Donc c'est l'air frais qui est là, donc c'est la l'humidité là-dedans,
il va exercer une pression, parce que l'air est en ce moment lourd, il va exercer une pression sur l'atmosphère. Et l'atmosphère étant indéfinie, quelque part, il faut une sortie de l'air. Parce qu'il y a une pression, il faut que l'air sorte de quelque part. Et c'est en ce moment, on dit que l'air frais s'écoule vers les zones de basse pression. L'air frais s'écoule vers les zones de basse pression. Et en ce moment, là où la pression est très faible, l'air va sortir par là-bas. Vous voyez? Donc on a mis la montée de l'air chaud crée une dépression. C'est ce qui va donner, ce qui permet de voir souvent les cyclones qui font des dévastateurs le long des cours d'eau, le long des mers, des zones côtières. Donc c'est des vents comme ça qui font beaucoup de dégâts, n'est-ce pas? On appelle les vents cycloniques. Bon, nous avons maintenant quelques mesures relatives. Bon, on a vu le vent. On a vu qu'il y a les vents. Le vent, c'est quoi? C'est l'air en déplacement. Et ce mouvement est dû à une différence de température entre différentes parties de la Terre. On a parlé de masse d'air. C'est quoi? C'est un volume d'air qui acquiert les caractéristiques de la surface sous-jacente. Quand l'air est sur la glace, la base devient très lourde. Quand il est sur le sol sec, il devient chaud, il devient sec. Il a tendance à lever, alors que de l'autre côté, quand c'est lourd, il a tendance à rester stable. Donc, stabilité et instabilité de l'air de façon sommaire, de façon comment on peut l'expliquer. Il y a de l'eau là-dedans, il a tendance à bouger difficilement. Maintenant, on a vu les vents dominants qui ont une dimension planétaire, qui vont de l'équateur, des zones intertropicales, pour aller vers l'équateur et vers le pôle, ensuite descendre encore. Donc, c'est le déplacement, ils ont cette dimension. Vous avez vu aussi les vents saisonniers qui soufflent en fonction des saisons. Les vents locaux, c'est les brises pour lesquelles les gens vont souvent au bord des plages, et ainsi de suite. Maintenant, nous allons voir comment le vent, il faut l'apprécier en météo. Tout ce qu'on voit, on l'apprécie, on les apprécie. Bon, maintenant, on a deux appareils pour apprécier les deux caractéristiques du vent. Le vent, pour l'apprécier, il faut d'abord sa vitesse et sa direction, n'est-ce pas? Et la direction, on regarde, qu'est-ce qu'on regarde? Vous avez un premier appareil très simple qu'on élabore, c'est des petites plaques métalliques qu'on appelle la girouette. Ça permet d'apprécier, de voir la direction du vent. C'est très important pour les prévisionnistes. Hein. Bon, ici, c'est un peu moderne, vous voyez. Donc ça, c'est mesure de la direction du vent. Bon. Maintenant, la pointe que vous voyez en bleu, vous voyez la flèche rouge qui est là, qui montre dans quel sens tourne. Ça peut bouger, ça peut pivoter pour vous montrer pour suivre la direction du vent. Mais c'est la queue que vous voyez là, vous voyez la flèche, c'est que le vent va dans ce sens-là. Vous, quand la queue est orientée vers la queue. C'est pour apprécier, c'est voir que c'est dans ce sens-là. Bon, on peut utiliser aussi ce qu'on appelle les manches à air. On voit ça en général dans les aéroports. Sur les pistes d'atterrissage, les pilotes l'observent beaucoup avant de prendre des décisions. Vous voyez, il est bien gonflé, c'est un tissu, comme un drapeau. S'il y a de l'air là-dedans, il s'est bien dressé comme ça. Parce qu'il y a deux entrées, la grande entrée est là, la petite sortie de l'autre côté. Pour quand l'air rentre, il va sortir. Bon, s'il y a beaucoup de vent, il vient dresser comme ça. S'il y a peu de vent, alors souvent il est tout comme un drapeau. Mais lui aussi, il peut tourner pour monter la direction du vent. C'est ce qu'on appelle la manche à air. Donc ces trois ont les mêmes fonctions. Hein. Ça, c'est de façon très ancienne. Là, c'est moderne, vous voyez, qu'on voit dans les stations météo. C'est juste la petite dimension pour montrer la direction du vent. Et là, c'est les manches à air. Bon, maintenant, pour apprécier la vitesse, maintenant, il y a un autre appareil qu'on appelle l'anémomètre. Tu vois, c'est ça qu'on appelle l'anémomètre. La vitesse du vent est mesurée en km par heure ou bien en mètres par seconde. Vous avez ici des pales, des sortes de petits louches qu'on appelle. Donc c'est dans ce sens-là, les petites, ça c'est les pales qui vont tourner. L'air va entrer, vous voyez la direction du vent. L'air va entrer dans ces choses-là, il va pousser. Ces coupelles, on appelle les coupelles. Quand l'air entre dans ces coupelles-là, il va pousser. Et là, ça va provoquer la rotation de l'anémomètre. Donc, ça va commencer à tourner. Et tout cela est communiqué à des compteurs dans les stations météo. Ici, regardez le dessin. On appuie les deux ensemble. L'anémomètre, ici, ça c'est l'anémomètre comme ça qui est là. Et de ce côté, c'est la girouette qu'on a pris. Ils sont placés sur un mât. Sur le mât maintenant, ils sont communiqués à des compteurs, cadrans enregistreurs à l'intérieur des stations météo. Ouais, donc c'est sur des pylônes qui sont installés, on les met un peu en hauteur pour qu'ils ne soient pas gênés. En ce moment, quand ils tournent, leur vitesse, il y a un appareil qui va mesurer, un cadran qui va mesurer la vitesse, tout comme la roue de votre moto. Quand vous tournez, la roue tourne, et ça donne la vitesse que vous lisez entre les deux guidons. Sur le guidon là, il y a le compteur qui est là-bas. D'abord, c'est le même fonctionnement, c'est le même système de fonctionnement. Le compteur aussi va enregistrer la vitesse du vent. L'autre là va montrer la direction du vent. Bon, ces deux éléments sont très importants quand on parle du vent. La vitesse et la direction.
Bon, aussi, vous avez un autre élément qui intervient beaucoup pour les navigateurs, qu'on appelle la rose des vents. Puisque nous sommes sur le vent, il faut en parler aussi, il faut profiter. Vous avez, ça représente un peu une sorte de boussole, mais ici avec quelques secteurs, plusieurs secteurs, donc ça représente un peu les 32 secteurs d'une boussole. Vous avez ici le nord, tu vois, le nord ici il est là, ici le sud, ici là c'est l'est, ça c'est l'ouest. Bon, ça c'est l'ouest, mais c'est en anglais ici, hein, ouest. Et puis entre les deux aussi, vous voyez, donc c'est le nord, si nous prenons ce secteur, vous avez ici le nord, ici ça c'est quoi? Le nord-ouest, n'est-ce pas? Comme nous sommes à l'ouest ici. Bon, le nord-ouest et l'ouest, n'est-ce pas? Entre le nord et le nord-ouest, il y a le nord-nord-ouest, vous voyez, en rouge ici. Bon, entre l'ouest et le nord-ouest, il y a le ouest-nord-ouest. Donc c'est comme ça que c'est comme ça qu'on va constituer les différents segments pour monter la direction du vent. En écoutant souvent les médias, surtout, on va dire qu'il y a des émissions qui goûtent beaucoup les marins, qui sont sur les mers, les bateaux. Ils écoutent beaucoup cette émission pour voir où la direction du vent, pour savoir dans quel sens ils vont, quoi. Ce qu'on appelle la rose des vents. Puisque nous sommes sur les vents, il faut parler de la rose des vents. Bon, maintenant, nous allons voir quelques effets du vent. Nous allons voir ici quelques effets positifs, n'est-ce pas? Bon, on dit que le vent pousse les bateaux à voile. Bon, c'est des petites pirogues, souvent quand vous voyez, il y a des voiles, le vent entre là-dedans, ça pousse, ça fait avancer la pirogue ou les bateaux, les gros bateaux, les navires par exemple. Dans le temps, il y avait beaucoup de navires, la navigation, les déplacements se faisaient avec les bateaux, les gros navires à voile. Donc le vent était très important à l'époque. Vous voyez? Bon, le vent donne de l'énergie propre. Vous voyez, c'est un dessin, vous voyez, c'est une photo. Ça, c'est ce qu'on appelle les éoliennes. Maintenant, ça a tendance à, avec les problèmes posés par les gaz carboniques de nos jours, le changement climatique, on incite les gens à aller vers les énergies propres, tout comme le soleil, le panneau solaire. Ça, c'est ce qu'on appelle les éoliennes. Vous voyez? Donc, ils ont cette dimension de 40 à 80 mètres de hauteur qui vont tourner les pales, n'est-ce pas? Donc, quand les pales tournent maintenant, à l'intérieur, il y a tout un dispositif qui est dans la nacelle-là, un dispositif pour produire le courant. Tout comme les panneaux, comment dire là, le mécanisme de votre moto. À côté, donc, il y a le rotor, stator. Il faut que je bouge pour faire tourner le rotor. C'est le même principe partout, hein, pour produire le courant avec les choses mécaniques comme ça. Ce qu'on appelle les éoliennes, n'est-ce pas? Vous voyez le nombre, il y a beaucoup. On commence à installer ça dans beaucoup de pays maintenant. Donc c'est propre, ça ne pollue pas l'environnement. Bon, le vent contribue à la pollinisation. Bon, la pollinisation, c'est quoi? C'est le transport des graines, des semences mâles d'une fleur sur les organes femelles d'une autre fleur. C'est ce qu'on appelle la pollinisation. En ce moment, on parle de pollinisation anémophile, parce que c'est fait par le vent, n'est-ce pas? Le vent, c'est un aspect expositif encore dans l'agriculture. Bon, le vent assure le déplacement des masses d'air. On a vu tantôt les masses d'air froid, les masses d'air des zones polaires qui migrent vers les zones tropicales, ou bien tropicales vers les zones, c'est dû au vent. Sans le vent, il n'y a pas ce déplacement-là. Et ce déplacement permet de réguler la température sur la planète. Souvent c'est chaud, souvent c'est froid. C'est important même pour les plantes, pour les êtres vivants. Vous allez voir des plantes qui aiment beaucoup la fraîcheur. Il faut l'alternance de chaud et de froid. Donc c'est le vent qui va permettre ce déplacement des masses d'air là, pour jouer sur la température sur le globe terrestre. N'est-ce pas? Bon, nous allons voir aussi quelques effets négatifs du vent. Le vent occasionne l'érosion éolienne. C'est quoi l'érosion éolienne? C'est le transport de terre, du sable. Quand vous voyez souvent les dunes de sable qui se forment, c'est l'érosion éolienne. Le vent va transporter des particules de solides d'une localité à une autre localité. Et ça pose même un problème maintenant. On commence à décrire un peu l'ensablement du fleuve Niger. C'est dû au vent. C'est le vent qui le fait. Donc c'est un aspect négatif du vent. Bon, le vent occasionne des ouragans. Je ne sais pas si vous suivez les informations un peu. On parlait tantôt de Katarina récemment. C'est des vagues d'eau qui sont poussées à l'intérieur des côtes. Les pays côtiers en souffrent beaucoup. C'est souvent dû à ces vents-là. Donc, en fonction de la vitesse du vent, ils sont classés en brise, vent léger, ainsi ouragan, tempête, ainsi de suite. Donc, c'est la vitesse du vent qui va donner. Il y a un savant anglais qui a ce qu'on appelle Beaufort, qui a élaboré avant ces appareils, qui dit que rien qu'à voir les dispositifs mis en place, les mâts, les girouettes là, n'est-ce pas? Et en fonction de la vitesse maintenant, ils se comportaient différemment. Et puis on allait apprécier la vitesse en fonction de cela. Maintenant, les allomètres sont là, les appareils modernes sont là pour combler ce trou. Les vents forts gênent le transport aérien, n'est-ce pas?
et même fluviaux aussi. N'est-ce pas? S'il y a trop de vent, en général, les avions ne décollent pas. Bon, s'il y a trop de vent aussi, on conseille aux navires, aux bateaux, aux pirogues de ne pas aller sur les larges parce qu'il y a un danger en ce moment. Même sur le fluvial, le vent gêne un peu les transports d'une manière générale. N'est-ce pas? Bon, le vent provoque la chute des fleurs et des fruits. Vous allez voir, s'il y a trop de vent dans les vergers, vous allez voir beaucoup de vent, beaucoup de fruits vont tomber. N'est-ce pas? Beaucoup de fleurs vont tomber, les fruits vont tomber. Donc, ce qui va beaucoup jouer sur le rendement après. Tu vois? Bon, le vent chargé de poussière asphyxie et salit les plantes, gênant ainsi la photosynthèse. Bon, pourquoi on dit salir, le mot salir, il est là, ça va salir, parce que les plantes aussi, ils ont besoin de faire la photosynthèse ou bien de respirer, n'est-ce pas? Donc c'est à travers les feuilles qui respirent. Les pores qui sont là pour la respiration, quand la poussière le vent dépose la poussière sur ces feuilles, les pores là sont bouchés et la plante n'arrive pas à respirer correctement. Et ça peut gêner aussi, quand la feuille est très couverte, ça peut gêner l'absorption de l'énergie solaire pour faire la photosynthèse. Comme je disais tantôt, c'est l'élaboration de la matière organique par les plantes à partir du CO2 et de la lumière solaire qui est la photosynthèse. Donc s'il y a trop de poussière sur les feuilles aussi, ça peut gêner la photosynthèse. Donc, voici quelques problèmes posés par le vent. Le vent, ils ont tantôt positifs, tantôt négatifs, mais à l'homme de faire la part des choses. Bon, ceci dit, je vous remercie pour votre attention.